Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, les évêques du Cameroun pourraient encore plus se radicaliser dans les prochains jours et faire intervenir d'autres ressources. C'est là la lecture que font des observateurs avertis de l'évolution de la situation au sein de la conférence épiscopale nationale depuis le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Des évêques viennent encore de donner des nouvelles à ce sujet. Dans un communiqué signé hier, ils affirment ne pas encore avoir réceptionné le corps du prélat. Des précisions sont à suivre dans cette édition du journal. Et puis, à quelques jours seulement, et sans doute des résultats du baccalauréat de l'enseignement général, les nerfs des candidats à cet examen sont mis à rude épreuve. Stress et anxiété se sont emparés de plusieurs. L'Office du baccalauréat confirme que les délibérations du bac débuteront demain, mercredi, même si ailleurs l'on parle de frais de correction non reversés à qui de droit. On fait le point dans cette édition de 20h. Une fois encore, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tout à l'heure, c'est désormais un bras de fer ouvert entre les évêques du Cameroun et les pouvoirs publics au sujet du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La conférence épiscopale campe sur ses positions et pourra encore plus se radicaliser. C'est la lecture que font certains observateurs avertis de l'évolution de la situation au sein donc de cette conférence épiscopale depuis le décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La situation à l'heure actuelle au sein de l'Église catholique n'est pas du tout reluisante d'après ces derniers. Des précisions dans ce reportage de Guy Zogo. La posture de l'Église catholique ne varie pas au sujet de l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Pour elle, aucune autre issue n'est envisageable. Le prélat a été assassiné. Une position qui se fonde sur des éléments concrets. L'Église ne campe pas sur des positions à partir d'un certain nombre de fantasmes. Ce n'est pas à partir d'un certain nombre de choses venues tout droit du paradis. Il s'agit, de mon point de vue, d'un certain nombre d'informations objectivables et objectivées qui permettent à l'Église de camper sur la position qui est la sienne, de manière à empêcher que l'on ne fasse comme à l'accoutumée avec les disparitions des autres prélats. Pour soutenir cette démarche frontale, l'Église catholique dispose d'un certain nombre de ressources. La première ressource de l'Église, c'est la foi. L'Église peut se mettre en prière et choisir un autre mode de punition ou de sanction. L'Église dispose également d'une fonction tribunicienne, c'est-à-dire que l'Église peut faire usage de son travail de leader d'opinion pour arriver à la vérité. L'Église peut aussi rentrer dans une pastorale de la libération. Ça peut devenir un bras de fer énorme entre le pouvoir et l'Église. De la sorte, pour une fois, du fait de son unanimité autour de l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'Église catholique pourrait même se radicaliser. Aujourd'hui, tel que vous voyez la détermination qui habite celui-là qui incarne la communication de l'Église au sujet de cette question sensible, vous vous rendez bien compte que l'Église, pour une fois, est totalement engagée à ce que vérité soit effectivement établie et que rien ne soit laissé de côté. Cette tension irréductible entre l'Église catholique et le pouvoir de Yaoundé, plutôt rare, indique peut-être la fin de l'époque où l'Église catholique s'était montrée moins regardante au sujet des assassinats de ses prélats au Cameroun. Et toujours à ce sujet, on en sait un peu plus sur la réception ou non du corps de l'évêque de Bafia par le clergé. Eh bien, ces derniers ne l'ont pas réceptionné. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala et président de la conférence épiscopale, était resté vague sur la question samedi dernier. Vous vous en souvenez, en indiquant simplement qu'un corps ne se perd pas devant les journalistes à Yaoundé. Dans un communiqué signé hier lundi, Monseigneur Samuel Cléda affirme que les autorités de l'église
catholiques n'ont pas reçu la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, contrairement à la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre qui affirmait que le dit corps avait été remis au clergé. L'archevêque de Douala martèle que ce corps ne sera reçu qu'après identification de celui-ci comme étant bien celui de l'évêque de Bafia. Toujours en rapport avec cette sortie, ce communiqué du procureur général, les évêques du Cameroun s'inscrivent en faux au sujet de l'état de la dépouille du prélat au moment de sa découverte qui ne portait aucune marque de violence selon le rapport d'autopsie des médecins allemands. Je cite, la certitude morale des évêques repose entre autres sur le fait que le corps qu'ils ont vu et reconnu à bord de la Sanaga à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé et qui était la dépouille de Monseigneur Bala portait des marques de violence. Fin de citation. C'est là un extrait de ce communiqué de la conférence épiscopale rendu public ce jour. Toujours en religion, les leaders de l'église évangélique du Cameroun ont réuni ce mardi au siège de la paroisse du centenaire à Douala les hommes de médias pour une réunion d'information. Ils ont entre autres présenté les raisons du report de la cérémonie d'installation du nouveau bureau élu au synode général de Ngaoundéré prévu le 15 juillet prochain. Cette réunion était aussi l'occasion pour les leaders de l'EEC de présenter l'image de cette église qui se veut désormais une et indivisible. Et à ce sujet, je vous invite à écouter l'un des anciens d'église de l'église évangélique du Cameroun, Édouard Fauchivé, est au micro de Julienne Bissaï. L'organisation avait souhaité voir reporter la date de l'installation. Le bureau national, nous avons proposé notre date du 29. Le bureau national a estimé lors de sa réunion que le 29 était juste, puisqu'on serait à la fin de notre conseil synodal général qui va se tenir en Beau et déplacer toute l'église de Beau ou Douala pour l'installation en termes de sécurité n'était pas. Donc, le bureau national nous a fait comprendre qu'il était souhaitable que ça devienne un point du conseil synodal général et donc une des résolutions sera prise lors du conseil synodal général fixant la date. Et comme nous vous avons dit, ça nous avantage doublement pour la préparation et de deux, voir tous les enfants de l'église évangélique être ensemble lors de ces rencontres historiques. Tout à fait autre chose à présent. Ce sont peut-être là des révélations qui viennent remettre en cause plus d'un siècle d'histoire du Cameroun. En effet, contrairement à ce que l'on savait jusqu'ici, le traité germano-douala n'aurait pas été signé un 12 juillet 1884. En plus de signateur, l'un des signateurs côté camerounais, donc le sieur Dika Akwampondo, n'aurait lui non plus paraphé ce document. Ce sont là des révélations faites par le professeur Prince Koumandoumbe III, l'écrivain et chercheur, vient de donner une conférence de presse à Douala à cet effet. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage de Donald Agnuzois. Il n'y a jamais eu de traité germano-douala le 12 juillet 1884. La déclaration qui est de la Fondation Afrique Avenir International relance ainsi le débat autour de la question du transfert de souveraineté des rois douala au Reich allemand. Je vous ai montré le traité signé par les Daido, King Dido, Jimmy Kwala. Je vous ai montré le traité signé par Bimbia, le 11 juillet, avant le 12. Et puis je vous ai montré le traité du 12, le fameux traité du 12 juillet, où Akwa et King Bell ont signé conjointement, l'un à droite, l'un à gauche. Il n'y avait pas que tel était témoin de l'autre. Il faut arrêter de falsifier l'histoire. La thèse de la Fondation Afrique Avenir, qui remet ainsi en cause 133 années d'histoire, trouve en face un courant de pensée qui use du recul scientifique nécessaire pour aborder d'autres pans historiques du traité du 12 juillet 1884. C'est une guerre de sémantique. C'est-à-dire que ceux qui ont signé cet accord ou ce traité ont dit que nous avons signé un traité. Ils ont amené les Allemands au tribunal en disant vous n'avez pas respecté les accords du traité, les signataires. Ils ont amené après le même problème chez les Français en disant vous n'avez pas respecté le traité. Ils ont amené jusqu'à la SDN. Bon, s'ils avaient appelé ça traité, qu'aujourd'hui on juge que ce n'est pas un traité, qu'on nous dise comment on appelle ça. Si on juge qu'il y a des éléments nouveaux,
une approche nouvelle de notre histoire, c'est une bonne chose. On organise un débat scientifique dans un colloque, on en discute entre hommes de sciences. Cette conférence de presse a été l'occasion pour des citoyens intéressés à la naissance du Cameroun moderne d'entrer en contact avec des documents uniques collectionnés dans différentes archives du monde depuis 1969 et conservés à la Fondation Afrique Avenir Internationale. Plusieurs étudiants de l'université de Buea ont marché au sein de leur campus pour dénoncer des cas de faux diplômes, de fraude et de corruption qui prennent corps dans cette institution universitaire. Ils ont profité de la cérémonie d'installation du nouveau recteur de l'université de Buea pour dire leur ras-le-bol au ministre de l'enseignement supérieur venu présider cette cérémonie. Innocent Abega et Julienne Bissaï. Ils sont nombreux, ces étudiants, venus manifester au sein du campus Moliko de Buea. Pancarte à main, ils dénoncent l'existence d'un vaste réseau de fraude au sein de cette institution. Comme la corruption, ce qui vient d'arriver maintenant, comme la corruption, tu ne peux pas avoir le diplôme, que tu n'as pas de papier, tu pars où? Ils exigent l'authentification des diplômes de l'actuel maire de Buea, Patrick Ekema, par ailleurs ancien employé de cette université. Pour eux, ils n'auraient jamais été admis au DCE Advanced Level, l'équivalent du baccalauréat dans le sous-système francophone. Nous les élèves, on travaille, on écrit le bac, on passe. Même l'avance, on a des papiers avec le bon point. Quelqu'un vient qui n'a même pas au moins de 2 points bien arrivé. Comment c'est pas possible? Les 10 étudiants ont aussi exigé la vérification des diplômes de tout le personnel de l'institution. Le ministre de l'Enseignement supérieur, présent à Buea pour l'installation du nouveau recteur, a rassuré ses étudiants en furie et promis d'accorder une attention particulière à ce dossier. Le professeur Horace Ngomo Manga, nouveau vice-chancellor de l'université de Buea, a donc comme défi principal le démantèlement de ce vaste réseau de fraude. Je vous le disais tout à l'heure, les résultats du baccalauréat de l'enseignement général pourraient être connus dans les prochains jours, même si des indiscrétions font état de blocage dans les délibérations, faute de paiement des primes dues aux correcteurs. Des informations que refute l'office du baccalauréat qui annonce d'ailleurs pour demain mercredi le début des délibérations pour cet examen. En attendant, dans le cœur de ces candidats au baccalauréat de l'enseignement général de cette année, la sérénité des vacances a laissé place à de l'anxiété, mais également au stress. On voit tout cela avec Marcelin Kansop. C'est à une épreuve de nerfs que les candidats au baccalauréat sont soumis. En attendant la publication des résultats, ceux-ci traînent et en rajoutent au stress qui s'est déjà emparé des uns et des autres. C'est un peu stressant d'attendre les résultats et on ne sait pas si c'est que c'est bon. Même quand on a composé, on ne sait pas si ce qu'on a fait est vrai ou pas. Chaque fois, la nuit, on réfléchit, on recorrige les épreuves dans la tête. Surtout que la période approche déjà et on ne sait pas encore. Le fait de craigner là, on nous dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, dans une semaine là, bon, c'est stressant un peu. Des informations faisant état du blocage des résultats, du fait du mécontentement de certains correcteurs, fait monter davantage la pression. Au contraire, ça accentue le stress. Donc le fait que ça traîne aussi, ça dérange. Mon seul, c'est que si le gouvernement peut faire en sorte que ça sort vite là, et que au creux demain là. Je sais que j'ai confiance en moi et j'ai bien composé. Et même si je sais que ça va sortir tôt ou tard, parce que c'est que ça sortira bientôt, cette semaine. À l'office du baccalauréat, l'on se veut plutôt serein. Jouant au téléphone, le chargé de la communication se dit surpris d'apprendre que les délibérations du baccalauréat sont menacées. Il précise que les dispositions ont été prises pour désintéresser tous les intervenants, y compris les correcteurs. Le budget irrélatif est logé dans les comptes de l'office du baccalauréat à la payerie générale. La lenteur que dénoncent les correcteurs serait le fait d'une simple programmation, les décaissements s'effectuant au fur et à mesure, balayant d'un revers de la main ce que certains considèrent comme un blocage. Le communicateur de l'office du bac indique que les résultats du bac industriel sont disponibles et seront publiés incessamment. Quant au baccalauréat général, la réunion entre l'office du bac et les présidents de jury a eu lieu le 11 juillet pour des délibérations qui commencent effectivement le 12 juillet. Il invite donc ceux des acteurs de la chaîne qui ne sont pas encore passés à la caisse à prendre simplement leur mal en patience. Leur argent ne souffre de rien, a-t-il conclu.
En santé, le gouvernement prépare l'arrivée sur les côtes camerounaises d'un bateau hôpital d'une capacité d'accueil de plus de 4500 places. Le ministre de la Santé publique vient d'effectuer une visite à Douala pour les préparatifs de cet événement. Mais vous le verrez dans le reportage qui va suivre, le gouvernement continue d'entretenir le flou autour de l'enveloppe financière de cette opération présentée comme étant humanitaire. Des précisions avec Flavien Dongo. Quelques semaines et le navire hôpital va accoster au report autonome de Douala. André Mamafouda, de la santé publique, et certains de ses proches collaborateurs sont arrivés à Douala pour s'assurer que le processus de recensement des patients et la mise en place du dispositif d'accueil sont effectifs. Le premier défi était de pouvoir accueillir convenablement les 4500 patients qui seront pris en charge pendant les 10 mois, notamment la disponibilité de près de 400 lits. Cette disponibilité aujourd'hui, chose faite, avec un peu plus de 70 lits à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, 120 lits à l'hôpital La Quintini et 200 lits à l'annexe aménagée au niveau de l'hôpital de district de Milon. Après le tour effectué dans différentes structures sanitaires de la ville de Douala, le patron de la santé publique, interrogé sur ce que l'État dépense pour cette opération, n'a pas daigné dévoiler le montant de l'enveloppe. Et je ne vous donnerai pas le prix. Ce qui est plus important, c'est qu'un peu plus de 5000 Camerounais seront soulagés. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire sans que ça coûte une fortune. Non sans préciser que c'est un acte du chef de l'État, André Mamafouda rappelle que des médecins camerounais seront formés pour la circonstance et repartis selon les formations sanitaires recensées. Ce navire hôpital sera appuyé au sol par 3 structures sanitaires, l'hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Douala, l'hôpital La Quintini de Douala et l'hôpital de district de Nilon et ses équipements annexes. L'activité qui sera effective dans quelques semaines et dont la prise en charge devra durer 10 mois sur le sol camerounais a pour objectif de trouver des solutions aux maladies rares. Ces populations qui ont des affections invalidantes et qui vont pouvoir voir ces affections soulagées sans payer le moindre sou, nous pensons que c'est une grande dimension importante et cette grande dimension devrait connaître une grande réussite. Avec désormais un peu plus de 5000 Camerounais identifiés pour la prise en charge par des médecins du navire hôpital, le Cameroun pourrait voir diminuer le nombre de patients victimes des pathologies rares. Hors de nos frontières à présent, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a regagné Dakar hier. Un retour triomphal pour l'ex-chef d'État accueilli et ovationné par des milliers de Sénégalais qui se sont massés le long des rues pour accueillir dans cet ex-président de 91 ans. L'homme est de retour pour conduire l'opposition aux élections législatives du 30 juillet prochain. Éric Marcian-Diomon. Il dit être venu pour déloger Macky Sall. Le nom de l'actuel président du Sénégal est à maintes reprises revenu dans les prises de parole d'Abdoulaye Wade au sortir de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar et devant le siège du Parti démocratique sénégalais, parti qu'il dirige depuis 1974. Abdoulaye Wade n'était plus revenu au Sénégal depuis 2 ans. À 91 ans, il a décidé d'être la tête de liste de son parti aux législatives du 30 juillet prochain. Beaucoup d'analystes au Sénégal lui prédisent une élection comme député de la nation, mais sont moins optimistes quant à une victoire du parti d'Abdoulaye Wade à l'issue de cette élection. Devant une foule immense, Abdoulaye Wade a promis de redresser le Sénégal. Et pour s'assurer la victoire, l'ancien président sénégalais s'est promis de mener une campagne de proximité dans tout le pays. Après Dakar, la capitale, il est attendu notamment dans les villes de Touba et de Tivaouane. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Passez le bon moment en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent.